Bonsoir à tous. Merci d'être venus à cet événement qui a été organisé à l'occasion des 40 ans du 13 avril 1975 au Liban, la date communément connue pour marquer le début d'une guerre civile qui a duré ensuite 15 ans. On a parlé dans le titre de guerre incivile, dans le titre de cette conférence, parce qu'on se plaçait sous le patronage un petit peu d'un livre d'Ahmad Beydoun, Itinéraire dans une guerre incivile, un livre de témoignage de quelqu'un qui a réellement vécu la guerre, puisque ce soir, nos deux intervenants, l'enjeu d'avoir invité Elizabeth Loughness et Jonathan Randall, c'est vraiment de faire parler des gens qui ont vécu la guerre, soit dans sa totalité sur toute la période, soit de manière plus fractionnée. Alors, on est à 40 ans 2 jours après le 13 avril 1975, avec ce bus qui a été mitraillé à Ain el-Rmeni. Le 15 avril, qu'est-ce qui se passe au Liban ? Quels sont les gros titres des journaux ? On commence à parler d'une situation très floue. On parle de francs-tireurs, on commence à parler des premiers enlèvements. On rentre dans une situation de crise politique assez flottante qui, au départ, semble rappeler beaucoup d'événements passés. Par exemple, les affrontements qu'il y a pu y avoir en 1973 entre l'armée et les Palestiniens. Le Liban est un pays qui, à l'époque, est déjà marqué par une certaine tendance à l'instabilité. Ça n'est pas la première crise politique, à tel point qu'un journal comme Le Monde, en France, va mettre 3 jours à parler de ce qui s'est passé à Ain el-Rmeni. On n'a absolument pas conscience à ce moment-là qu'on est en train de rentrer dans un événement particulier. D'ailleurs, on va d'abord parler d'événements, puis graduellement de conflits, pour ensuite en venir assez tardivement au terme de guerre. Alors, on parle beaucoup en ce moment, à l'occasion des 40 ans de ce 13 avril 1975, de la guerre civile libanaise. Vous avez un certain nombre d'événements à Beyrouth qui sont passés ou en cours, à venir d'ailleurs, notamment plusieurs colloques, probablement à la rentrée avec l'Institut français du Proche-Orient. Il ne faut pas oublier que on en parle finalement assez peu de cette guerre. On en parle là à l'occasion des 40 ans. C'est une guerre, on en a surtout parlé ces dernières années, avec l'idée qu'on n'en parlait plus, qu'on ne pouvait pas en parler, qu'il y avait un silence politique, un accord entre les anciens miliciens, les chefs de guerre, pour ne pas soulever le dossier de la guerre civile. Pourtant, le dossier mérite d'être soulevé à la fois d'un point de vue citoyen, beaucoup d'associations s'en chargent au Liban, à la fois aussi d'un point de vue historique. Je reprends le petit résumé qu'en a fait l'historienne Carla Eddé, l'historienne de l'USJ Carla Eddé, qui dit on n'a pas encore posé finalement à la guerre du Liban plusieurs questions. D'abord, qu'est-ce qu'on en sait réellement ? Qu'est-ce qu'on ne sait pas encore et qu'on pourrait être amené à savoir dans les mois, dans les années à venir, à travers le travail des historiens, peut-être de nouvelles archives. Qu'est-ce qu'on n'en saura jamais ? Quels sont les points où probablement on n'aura jamais vraiment de réponse par rapport à ce qui s'est passé ? Alors, c'est une histoire difficile à écrire, l'histoire de la guerre du Liban, d'où l'intérêt de revenir à ceux qui l'ont vécu, qui peuvent directement en parler. Et c'est pourquoi ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir deux témoins du conflit, 2 personnes qui étaient extérieures au Liban. D'une part, Elizabeth Loughness, d'autre part, Jonathan Randall. Alors, je vais vous présenter chacun un petit peu plus longuement. Elizabeth Loughness, vous avez passé du temps, vous êtes d'abord chargé de recherche au CNRS, vous avez passé du temps au Liban au début de la guerre civile de 77 à 78, puis ensuite de 1980 à 1983, pour ensuite revenir dans les années 2000. Du coup, peut-être en vivant un fort contraste entre deux périodes du Liban sur lesquelles j'imagine que vous reviendrez. Vous êtes aussi
la coordinatrice d'un numéro qui vient de paraître de Confluence Méditerranée, la société libanaise à l'épreuve du drame syrien, qui, pour ceux qui écoutent les conférences de l'IFPO, de l'IREMO, excusez-moi, qui écoutent les conférences de l'IREMO, prolonge un petit peu une réflexion que vous aviez amorcée l'année dernière dans une autre table ronde ici même. Jonathan Randall, vous avez été le correspondant du Washington Post à Beyrouth pendant 30 ans. Vous avez publié... Pas toujours à Beyrouth, bon, au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, en tout cas. Bon. Vous avez publié en 1983 l'un des premiers livres sur la guerre du Liban, Going All the Way, qui a été traduit immédiatement en français sous le titre de la guerre de 1000 ans. Vous avez une longue carrière de journaliste au Moyen-Orient. Vous avez aussi écrit un livre assez connu sur la vie de Oussama Ben Laden, pour sortir un petit peu du cadre libanais. Et très récemment, vous avez été le président du jury du prix Bayeux 2014. Le prix Bayeux qui est ce prix des correspondants de guerre. Voilà. Voilà pour une petite présentation de nos intervenants ce soir. Je vais peut-être commencer par me tourner vers Elisabeth Longness et je vous laisse la parole. Merci Pierre. Merci de m'avoir proposé de participer à cette rencontre et de me donner l'occasion de rencontrer Jonathan Randall, que je n'avais jamais eu le plaisir de rencontrer précédemment. Bien que nous nous soyons sans doute côtoyés pendant quelque temps sans savoir au Liban, je suis un peu intimidée, pour dire la vérité, de parler avec Jonathan Randall. C'est Jonathan Randall qui a certainement infiniment plus de choses plus passionnantes à raconter que moi. En fait, je ne serai pas très longue parce qu'on peut parler pendant des heures du Liban, de ce qui s'est passé pendant la guerre, de ce que ça devient maintenant, de ce qui s'est passé ou pas passé, de ce qu'on sait ou de ce qu'on ne sait pas. Donc j'ai choisi de dire quelques mots à partir de mon expérience personnelle et du point de vue du chercheur que j'ai été. Il me semble que l'entrée, disons, que représente cette posture du chercheur peut offrir un fil pour réfléchir finalement à un certain nombre d'aspects, modestement, de ce qui s'est passé et de ce qui est devenu le Liban. C'est ce que je vais essayer de faire en tout cas. Alors, je commencerai par rappeler tout simplement dans quelles circonstances j'ai été au Liban, donc, et à quel moment et dans quel contexte. Donc, j'ai été au Liban dans un premier temps à titre privé en 77-78 où j'ai été chargé de cours à l'université libanaise et peu de temps après, donc entre 80 et 83, où j'ai été chercheur au CERMOC. Le CERMOC qui venait d'être créé en fait en 77 avec André Bourget, sous la direction d'André Bourget ici présent et qui pourra éventuellement peut-être nous dire des choses sur les circonstances de la création du CERMOC. Tout de suite, je note que création du CERMOC en 77, donc 2 ans après ce qu'on identifie aujourd'hui comme le début de la guerre civile. Mais en fait, c'était un moment qu'on a qualifié c'est un moment de trêve, en tout cas, et qui correspondait à la fin de ce qu'on a appelé la guerre des 2 ans. Donc il y a eu une première période, 75-76, qu'on a qualifiée de guerre des 2 ans, suivie d'une relative trêve, et c'est à ce moment-là qu'a été créé le CERMOC. Donc la deuxième période de mon séjour au Liban, beaucoup plus tardive, en fait je peux dire que j'ai commencé ma carrière de chercheur quasiment au Liban, donc au début de la guerre civile libanaise, ou dans la première période de la guerre civile libanaise, et que j'ai terminé, pas tout à fait, mais ma carrière à nouveau au Liban, où j'étais directrice du département des études contemporaines de l'Institut français du Proche-Orient, donc entre 2009 et 2013. Le département d'études contemporaines de l'Institut du Proche-Orient étant l'héritier du CERMOC, qui avait fusionné avec 2 autres institutions, l'Institut français d'études arabes de Damas et l'Institut français d'archéologie, pour constituer l'IFPO. Donc ça, c'est donc pour situer mon expérience personnelle du Liban.
Et donc à partir de là, ce que j'ai pensé vous dire, c'est vous raconter, enfin vous expliquer, c'est comment je vois finalement les différences de contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on vivait comme jeune chercheur notre mission de jeune chercheur et dans quelles conditions on a travaillé dans cette période où j'étais essentiellement en 80-83, et ensuite, au fond, qu'est devenu le Liban et quel Liban j'ai connu entre 2009 et 2013. La première chose à dire, je dirais un mot du contexte politique général, et ensuite j'essaierai d'expliquer finalement comment ça s'est traduit du point de vue du chercheur et du point de vue du contexte intellectuel dans lequel on travaillait. Donc je ciblerai je resserrerai la focale, si vous voulez, sur les effets en termes de contexte intellectuel. Bon, très rapidement, les premières années de la guerre civile au Liban, on était encore dans un contexte où les clivages politiques étaient très forts et apparaissaient très clairs. Alors, c'est une autre histoire d'en parler aujourd'hui. Mais le contexte tel qu'on le vivait à l'époque, on était encore dans la période de la guerre froide, et ça je crois que c'est important à avoir en tête, bien sûr. La guerre civile, la période 75-90 correspond aux 2 dernières décennies de la guerre froide. La fin de la guerre civile au Liban, c'est le moment de la chute du mur, de l'effondrement du communisme, et donc de la fin du monde bipolaire qui était celui de la guerre froide. Donc on avait un grand clivage entre des forces qui étaient au début donc essentiellement chrétiennes, regroupées dans le front libanais, et des forces qui rassemblaient, qu'on a qualifiées d'ailleurs successivement de palestino-progressistes puis de islamo-progressistes, et qui étaient essentiellement des forces alliées aux Palestiniens, et qui regroupaient donc des partis de gauche, socialistes, communistes, nationalistes arabes, avec aux côtés de l'OLP des forces palestiniennes, et des groupes identifiés plutôt comme musulmans. L'enjeu du conflit de la région était encore très fortement centré sur la Palestine. Les Palestiniens étaient très fortement présents dans la vie politique libanaise, et les fondements, disons, les prémices de la guerre civile libanaise, d'ailleurs l'événement du 13 avril, ont tourné autour des modalités de la présence des Palestiniens au Liban et de la situation, donc de la cause palestinienne. Les grandes forces politiques étaient toutes engagées, se sont progressivement toutes engagées dans la guerre civile et toutes militarisées. Toutes, à quelques détails près, puisque on pourra y revenir, quelques acteurs sunnites, les sunnites étaient moins impliqués militairement, et Hariri, qui est arrivé plus tard sur la scène politique, et qui, dans les tentatives, disons, de négociation de la fin de la guerre, bon, on ne va plus à partir de quand, mais le milieu des années 80, je dirais, et qui ensuite est devenu Premier ministre après la fin de la guerre civile, lui a représenté une force qui n'était pas du tout impliquée dans la guerre, et ça a été d'ailleurs sa force ultérieurement. Donc on avait à la fois une situation politique où il y avait un État qui continuait plus ou moins à fonctionner, mais des forces politiques qui étaient toutes impliquées dans la guerre. Et des conditions, disons, sécuritaires qui finalement étaient très variables. Il y a eu des périodes de trêve, et dans les premières années en tout cas, les conflits, la violence était en général assez localisée. Je veux dire, tantôt à Beyrouth, tantôt à Zarqé, tantôt à Tripoli, ce qui fait que, je reviens sur notre position d'institution française de recherche au Liban, on pouvait travailler, et on a pu travailler quasiment en faisant abstraction de la situation. Le programme de recherche, le CERMOC avait en 1980-83 un programme de recherche autour de l'émigration libanaise dans les pays du Golfe,
qui était une question assez peu liée, si ce n'est pas du tout, à la situation sécuritaire. Aujourd'hui, le contexte politique est complètement différent au Liban, alors que donc pendant la guerre civile, on a assisté à une confessionnalisation croissante du conflit, que les accords de Taïf en 1990 avaient pour vocation, en principe, de donner les moyens de surmonter donc, cette confessionnalisation des clivages politiques. Les accords de Taïf n'ont en réalité jamais débouché sur une déconfessionnalisation et au contraire ont débouché sur l'inverse, à savoir une crispation accrue de la communautarisation du système politique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 20 ans en plus après, 25 ans après la fin de la guerre froide, le contexte politique libanais n'est plus du tout de même nature. Les Palestiniens ne sont politiquement plus présents. Enfin, l'OLP n'existe plus au Liban. L'OLP est partie en 82. Donc les Palestiniens sont les grands perdants. On a l'habitude de dire que les Palestiniens ont été les seuls grands perdants de la guerre civile libanaise et que il y a une représentation officielle selon laquelle voilà, on ne peut pas dire que parmi les Libanais il y ait des perdants et des gagnants. Et donc aujourd'hui le clivage, les clivages politiques sont des clivages de nature beaucoup plus confessionnelle et l'opposition entre le 8 mars et le 14 mars ne renvoie pas, disons, aux mêmes enjeux, on pourra y revenir si vous voulez dans la discussion, je ne veux pas trop m'étendre, mais ne renvoie évidemment pas aux mêmes enjeux que ce qui était le cas dans les années 80. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour le chercheur? Donc le contexte intellectuel et politique et intellectuel n'est pas du tout le même. En particulier les jeunes chercheurs que nous étions, puisque c'était, il faudrait peut-être aussi réfléchir à ça, à l'effet jeune chercheur et vieux chercheur que j'ai été dans la deuxième version, la deuxième période évidemment. Le contexte intellectuel, c'était un contexte où la cause palestinienne, en tout cas dans notre milieu, était une évidence, où le clivage gauche-droite était très fort, et s'accompagnait, en fait, se traduisait aussi par une grande opposition, disons, entre les courants s'inscrivant dans les mouvements de libération nationale, encore, et des courants qualifiés de isolationnistes ou confessionnalistes chrétiens, en général chrétiens. Aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un contexte de fragmentation de la société libanaise beaucoup plus grand, de marginalisation totale des Palestiniens, donc de situation très difficile, disons, des Palestiniens au Liban, et de cette grande opposition entre 8 mars et 14 mars, dans laquelle je dirais qu'il est intellectuellement et politiquement, enfin pour les chercheurs et les jeunes chercheurs, plus difficile de trancher. Bon, c'est un débat sur lequel il faut évidemment certainement revenir, mais je veux dire, par rapport à ce qu'étaient nos engagements finalement de chercheurs dans les années 80 et aujourd'hui, le contexte est beaucoup plus complexe. Alors, ça se traduisait aussi par des effets pratiques en termes de manière de travailler, et c'est la dernière chose que je voudrais évoquer, et de partenariat au Liban et dans le monde intellectuel et universitaire libanais. Dans les années 70 et 80, l'université libanaise était la grande université, qui regroupait 70 ou 80% des étudiants, si ce n'est plus. Les universités privées étaient peu nombreuses. Il y avait déjà, c'est les deux grandes universités que sont encore l'université américaine et l'USJ, mais les collaborations, disons, des chercheurs français étaient très naturellement avec l'UL, même si elles étaient aussi pour des raisons historiques avec l'USJ, elles étaient très naturellement avec l'UL. Et on a travaillé avec et on débattait et on rencontrait
des enseignants de l'université libanaise. L'Institut des sciences sociales de l'université libanaise était un foyer de débat et de réflexion sur la société libanaise. Ceci dit, l'université libanaise a été évidemment divisée assez tôt, dès 76 ou 77, et l'Institut des sciences sociales lui-même a été divisé entre une branche entre guillemets chrétienne, très francophone et francophile, et une branche beaucoup plus nationaliste arabe, de gauche, d'extrême gauche, pro-palestinienne, mais où on retrouvait un groupe d'intellectuels, jeunes et moins jeunes, et de chercheurs très investis et très intéressants, et avec qui donc nous avions assez naturellement des relations. Aujourd'hui, le paysage universitaire est complètement différent. L'université libanaise s'est très largement effondrée, pour tout un tas de raisons sur lesquelles aussi je ne m'étendrai pas, enfin à la fois sociologique, politique, communautaire, économique, etc. Et de nombreuses universités se sont créées très largement sur une base communautaire. Par exemple, une des universités avec laquelle on travaille, et on a travaillé, c'est l'université de Balamant, qui n'existait pas dans les années 80, qui a été créée à la fin de la guerre civile, qui est une petite université orthodoxe, donc située dans le nord du Liban, dans le Koura, et qui a une ambition d'excellence, mais qui est en même temps très communautaire, enfin très orthodoxe, qui défend le rôle des orthodoxes dans l'histoire du Proche-Orient. Mais l'université catholique, c'était une faculté de théologie maronite, très étroitement maronite. C'est devenu une université, c'est toujours très maronite, mais l'université catholique c'est quand même ouverte à aussi créer une filière de sciences politiques, par exemple, à un centre de documentation avec lequel on peut faire des choses sérieuses, même si le milieu reste un peu étroit, mais c'est une université qui est devenue, disons, respectable et avec un véritable statut universitaire. L'université de la sagesse, et il y a des universités islamiques avec lesquelles, en l'occurrence, on travaille moins, peut-être à tort, je ne sais pas, on pourrait y réfléchir. L'université islamique ou l'université Jinan à Tripoli sont des universités qui sont, en tout cas, considérées comme parfaitement importantes, en tout cas dans le champ universitaire libanais. L'IUB reste toujours, l'université américaine reste, et peut-être plus que jamais, l'université d'excellence. Bon, à côté d'elle, a pris de l'ampleur l'université libano-américaine, qui était beaucoup moins importante dans les années 80, et l'université Saint-Joseph a connu une certaine mutation, puisqu'elle s'est un peu massifiée, et alors que c'était une université qui recrutait essentiellement dans les milieux chrétiens, je pense avant la guerre civile et pendant les premières années, les années 80, aujourd'hui elle recrute très très largement dans des milieux, en particulier chiites, en fait elle n'a plus exactement le même statut élitiste qu'elle pouvait avoir précédemment. L'essentiel de ce que je voulais dire là, c'est donc de souligner le fait que le paysage universitaire s'est énormément diversifié et que l'université libanaise n'a plus du tout le prestige qu'elle pouvait avoir encore dans les années 80. Dernière petite chose, et je m'arrêterai là, le CERMOC avait été créé donc en 77 comme institution franco-libanaise, avec un conseil scientifique en tout cas franco-libanais. Je ne sais plus, peut-être André Bourget saura nous le dire, à quel moment il a changé de statut, mais il y a eu un moment où il est devenu strictement une institution française, et où on avait Georges Corne, je crois, qui était membre du conseil scientifique, mais ça n'était plus une structure, disons, de partenariat, comme ça l'avait été au début. Au début, on a eu à peu près autant de chercheurs libanais que de chercheurs français. Donc progressivement, le CERMOC a basculé et est venu dans le giron du ministère des Affaires étrangères, totalement, y compris scientifiquement. Il avait des programmes thématiques. Aujourd'hui, l'IFPO est une structure complètement française.
Ce qui a changé, c'est qu'elle est passée à côté du ministère des Affaires étrangères, l'IFPO dépend aussi du CNRS. Il n'y a plus de programme thématique. Et voilà, les conditions de la coopération donc, ont assez fortement changé. Voilà, je crois que j'ai déjà été trop longue et je m'arrête là-dessus. Merci. Je vous passe la parole. Merci. D'abord, mon français n'est pas parfait. C'est ma femme qui me le dit chaque matin et chaque soir. Donc, si vous ne comprenez pas, je vous prie de lever au moins une main. Et je suis arrivé à l'âge où la compréhension passe bien avant la vérité. Donc, nous y sommes exactement 40 ans après le début de ce qu'on appelle les petites guerres de Liban, qui après coup semblaient avoir mené inexorablement aux descentes aux enfers actuels, à travers un Moyen-Orient bien plus vaste. Est-ce que les épreuves de Liban et tout ce qui a suivi étaient prédestinés? Les destructions massives, les tueries en chaîne souvent pour raisons religieuses, les ingérences étrangères, aussi bien régionales qu'occidentales. Il est assez facile, et sans doute peut-être trop facile, de comparer les conflits si changeants qui opposaient les 18 communautés au Liban, et surtout à l'intérieur de la plupart d'entre eux, sans oublier les Palestiniens et les Israéliens, aux désastres actuels qui sévit dans presque toute la région. J'ai quelques idées, mais je ne suis pas historien, je ne suis pas chercheur, et donc je vais me limiter à mon expérience de journaliste dans la région à travers près d'un demi-siècle. Au risque de vous surprendre, le travail de journaliste au début des petites guerres était un rêve de reporter. En temps réel, nous avions accès aux acteurs grands et petits dans une guerre de taxi, ce qui plaisait beaucoup aux comptables, ce qui coûtait pas cher. Localisé la plupart du temps à Beyrouth, et c'est un très grand banlieue. Presque tout le monde parlait, tout le monde aimait parler, il suffisait de voir et revoir et encore revoir les mêmes gens pour qu'ils finissent par livrer leur version des faits. Dans une société macho, si un reporter risquait sa peau pour venir vous voir, on lui devait leur raconter ce qui s'est passé, surtout pour ceux qui n'avaient pas l'habitude de donner leur avis. Les journalistes n'étaient pas encore des cibles privilégiées des tueurs et des tortionnaires, et ça c'est très important. Je dois faire l'aveu, je me sens un peu responsable pour l'éclatement des hostilités. J'avais la petite quarantaine à l'époque et je possédais alors un temps pour subodérer les failles des sociétés fragiles. En tant que correspondant du Washington Post, j'ai peaufiné ce don dans les guerres aussi éloignées que celles de l'Algérie, le Congo et l'Indochine. Au risque de passer pour un vantard vétéré, permettez-moi de vous raconter une anecdote qui pourrait illustrer ce propos. Je pensais connaître déjà le Liban, ayant, comme la plupart de mes collègues, fréquemment fait escale à Beyrouth, qui servait de poste d'écoute et de poumon de liberté relative pour toute la région. Les cafés de Hamra pullulaient des réfugiés politiques ravis d'expliquer les problèmes dans leur pays d'origine, et les excellents journalistes libanais étaient toujours prêts à aider leurs collègues étrangers. Souvent, j'arrivais dans une capitale arabe, aussi policée que Bagdad ou Damas de l'époque, mieux informé que la plupart des diplomates en poste. Une règle non écrite parmi les correspondants voulait qu'ils n'écrivent rien de désobligeant, malgré l'évidence que le Liban avait cessé d'être le Paris de l'Orient, et où on pouvait nager dans la Méditerranée et skier dans la même journée. De connivence avec l'envoyé permanent de Washington Post, basé à Beyrouth, j'ai décidé de profiter de ces vacances d'été pour regarder de très près toute la pourriture de dernier fleuron d'un levant mourant. En août 1974,
J'ai passé 10 jours à interviewer dans tous les quartiers chrétiens, musulmans, les habitants de tous milieux, palestiniens, diplomates, et surtout les habitants sûrs rencontrés depuis des années à Paris ou à l'étranger. Avant de s'envoler pour Paris, j'ai écrit un article de quelques 2000 mots, que même aujourd'hui m'étonne. J'avais prédit l'implosion du Liban, que la guerre civile était non seulement inévitable, mais pour bientôt, très bientôt. Pour moi, tous les indices étaient réunis et invisibles à l'œil nu. Une structure de pouvoir des maronites dominants prêts à se battre plutôt que de partager des responsabilités clés avec une majorité musulmane, toujours plus nombreuse, une grande population palestinienne sous les ordres de l'organisation de l'EEP, des chiites longtemps méprisés et récemment installés dans la banlieue, des routines, après avoir été chassés du sud du Liban par des incursions armées israéliennes contre l'EEP près de la frontière internationale. Et plus des îlots de grande richesse arrogantes entourés par des bidonvilles de lumpen palestiniens et chiites. Le Washington Post a publié mon papier sans changer une virgule. Pour moi, sur le moment, ça me semblait aller de soi. Après coup, je me suis rendu compte que telle liberté était extrêmement rare à cette époque et est devenue totalement impossible de nos jours. Mais en 1969, j'avais quitté le New York Times, un acte jugé très peu judicieux, et j'ai laissé derrière ces secrétaires de rédaction pointilleux pour le Washington Post, dirigé par Ben Bradley, qui lâchait la bride à ses reporters. Une telle liberté n'a pas duré longtemps, mais ce même mois d'août 1974, Bradley le Post était euphorique. Le président Richard Nixon, humilié, venait de démissionner, poussé à la porte en grande partie par l'enquête implacable menée par le Washington Post sur le scandale de Watergate. Je ne peux imaginer qu'un journal autre que le Post aurait publié mon papier à ce moment-là, et certainement aucun journal américain n'oserait publier ce genre d'article de nos jours. Tant d'années plus tard, il est difficile d'exagérer ma propre dose d'arrogante suffisance et celle du Post. Ma première punition pour avoir écrit cet article n'était que l'interdiction du territoire libanais. Mais à peine 6 mois plus tard, quand commençait la guerre que j'avais prédit, j'étais puni de nouveau. Cette fois, à suivre les changements nombreux et souvent déroutants d'un conflit pervers et toujours plus cruel. Donc, de mois en mois, d'année en année, occupé par quelques périodes de calme, plus ou moins longues, le Liban invente des formes nouvelles de violence. J'assistais à l'éclosion d'un virus perpétuellement en mutation. Aujourd'hui encore, je reste interloqué par l'enthousiasme et l'exaltation de la violence à ce début de guerre, surtout de la part des maronites de gauche, souvent d'excellentes familles, qui étaient ravis de régler leur compte à la majorité des maronites fidèles à leur milice jugée proto-fasciste. L'influence de mai 68 soufflait encore à Beyrouth. J'avais l'impression d'avoir déjà vécu plusieurs vies de guerre, et j'ai essayé sans succès à calmer de telles ardeurs. Je ne me rendais pas compte que plus jamais de reporters occidentaux se sentiraient aussi à l'abri de la violence qu'en ce début des années 70. Peu à peu, les Libanais et les correspondants apprenaient à survivre dans cette ville capitale devenue un jungle. Dans la meilleure tradition des films sur les années gangsters de Chicago, on garait nos voitures de façon à pouvoir partir rapidement dans la position getaway, c'est-à-dire toujours pointé vers la rue. Au revoir. À revoir l'illusion de protection officielle fournie par la carte de presse. Au revoir l'illusion de protection officielle fournie par la carte de presse du gouvernement. Par ici de nouveaux chaos, l'anarchie obscène, les voitures piégées, l'abrupt renversement d'alliances tactiques opérées par des jeunes gangs qui changent ici souvent de nom et de fidélité. C'était l'introduction à la guerre asymétrique. Éventuellement, quelques tendances se dessinaient. La plus importante, à mon sens, la pire violence souvent,
se passer à l'intérieur de chaque communauté plutôt qu'entre elles. La durée des hostilités, presque 15 ans, se prenait également. Après tout, les 10 452 km² du Liban occupaient une superficie guère plus grande que 2 départements français ou le très petit État américain de Connecticut. Très peu de villages ont échappé aux ravages de la guerre et nombreux d'entre eux ont été victimes plus d'une fois. Sur les 3 millions d'habitants qui comptaient le Liban avant-guerre, des centaines de milliers ont fui à l'étranger et beaucoup y sont restés. Les chrétiens, surtout les maronites, qui ont joué un si grand rôle dans le déclenchement de violence, représentaient de loin le plus grand nombre de partants. Dans un pays où les statistiques sont sujettes à caution, les estimations de victimes de guerre varient de 130 000 à 250 000, ou un bilan qui, pour le moment, grâce à Dieu, dépasse le nombre de victimes en Syrie, qui compte, elle, malgré les réfugiés partis à l'étranger, près de 23 millions d'habitants. Curieusement, pendant beaucoup de ces années de guerre, la valeur de la livre libanaise s'est maintenue grâce aux devises importées pour payer des milices des bords très différents, tels que l'Irak, l'Iran, la Libye, surtout l'Arabie saoudienne et les autres pétromonarchies de la Golfe. Les petites guerres ont connu beaucoup de périodes, mais 2 grandes à mon sens, de durée presque égale. La première a pris fin le 6 juin 1982 avec l'invasion israélienne et le siège de Beyrouth, qui a obligé l'OLP à quitter le pays. Le prix payé par Israël semblait impressionnant sur le moment. La fin du mythe fleur bleue entretenu autour de la pureté d'âme, entre guillemets, de l'armée israélienne, qui voulait faire croire que ses militaires épargnaient les vies de ses ennemis civils et militaires. La responsabilité directe de son armée dans le massacre des centaines de résidents dans les camps palestiniens de Sabra et Shatila y a mis fin. Et l'empourement de l'armée israélienne dans l'occupation du Liban, qui durait jusqu'en 2000, a coûté cher en vie de ses soldats. 657 soldats tués pendant l'invasion et 557 pendant l'occupation. Les leçons du conflit semblaient si claires. N'envahissez pas un pays musulman dont vous ignorez les pesanteurs sociologiques. N'occupez pas une capitale arabe et surtout n'y restez pas, car vous offrirez à votre ennemi momentanément vaincu des très bonnes occasions de se venger. Mais en 2003, les États-Unis ont envahi l'Irak sur les bases des informations délibérément faussées, avec des résultats qui expliquent pour beaucoup les problèmes désastreux aujourd'hui en Syrie, en Irak, en Libye et bien au-delà. Puis en 2006, Israël de nouveau a envahi le Liban, cette fois-ci face à une opposition armée inattendue de la part de Hezbollah, qui devait son essor la première invasion israélienne 24 ans plus tôt. Les deux cas m'ont abasourdi. Ni l'un ni l'autre semblaient retenir l'avertissement du philosophe américain George Santayana. Ceux qui ne peuvent ressasser le passé sont condamnés à le répéter. Et pourquoi cette myopie? Essentiellement, je crois, parce que les envahisseurs étaient persuadés que personne ne pouvait les arrêter. Ils avaient les moyens, donc ils allaient le faire. En 2003, le monde post-guerre froide était dominé par ce que Hubert Védrine appelait l'hyperpuissance américaine. Mais comment expliquer les raisons de l'invasion d'Israël, qui s'était extirpée de bourbiers libanais seulement 6 ans auparavant? C'est en ruminant ces mystères que j'ai pensé à l'invasion de 82. Je suis arrivé à Beyrouth le premier jour de cette invasion par le dernier avion avant la fermeture de l'aéroport le 6 juin. Et j'ai vécu le siège de Beyrouth-Ouest du début jusqu'à la fin, sauf quelques jours. Sauf une absence de quelques jours. Mais le propre d'un siège, pour les assiégés au moins, est d'ignorer presque tous les événements qui se passent ailleurs, à Washington, à Paris, à Jérusalem, aux Nations Unies, c'est-à-dire là où se prenaient les grandes décisions. Donc j'ai décidé
de tenter d'écrire un livre pour explorer ce qui restait, au moins pour moi, la face cachée de cette lune. Logiquement, je le répétais, tous les acteurs grands et petits seraient ravis de tout me raconter. J'ai établi des listes, des interviews à faire en France, aux États-Unis, au Liban et bien d'autres pays. Sûrement, je trouverai des informateurs loquaces comme par le passé. Après tout, un quart de siècle s'est écoulé. Mais c'était de l'histoire ancienne, mais de l'histoire quand même. Je me suis trompé lourdement. Beaucoup d'acteurs de premier plan étaient morts sans avoir couché sur le papier ni leurs notes de moment, ni leurs sentiments plus intimes. Parmi les vivants, presque personne n'avait envie de parler des événements de 82. Leur manque d'enthousiasme avait une explication simple. Personne n'est sorti grandi de ce siège. Les Palestiniens n'étaient pas les seuls perdants. Tout le monde en était salé. L'oubli était une solution partagée des plus petits dénominateurs communs. Mais en 82, pour la plupart des maronites, pour beaucoup d'autres chrétiens, et même parmi la majorité musulmane, l'invasion israélienne et le siège soulevaient un espoir fugace d'en finir avec la guerre, d'arrêter la pagaille, d'expulser les Palestiniens et de restaurer l'État, sous égide maronite, bien sûr. Ce rêve impossible, qui, contre toute attente, a permis l'élection de Béchir Gemayel à la présidence de la République, a vite laissé un goût de cendre. Gemayel était assassiné 9 jours avant d'assumer la présidence. Le dernier grand coup de poker pour maintenir la primauté du pouvoir chrétien au Liban a tourné court ce jour-là, le 14 septembre 82. Mais les maronites, les Libanais ont grandement contribué à faire revivre la violence à base de religion dans la région. 40 ans après le début de ces guerres, le Liban est sans président, le pouvoir suprême réservé à Maronites et donc effectivement les pays sans gouvernement. Les chrétiens sont réduits à une minorité qui invoque sa différence pour se faire entendre. Au lieu de pester contre les 300 000 réfugiés palestiniens comme dans le passé, les chrétiens et tout le pays vivent avec 1 million de réfugiés syriens qui représentent un quart de la population du pays. Ils ne sont pas prêts de partir. Dans la conflagration qui ravage la Syrie voisine, encore heureux que le Liban ait échappé plus ou moins intact aux flammes dévorantes. Il y a quelques années, un bon mot beyroutin expliquait le calme relatif au Liban en prétendant que le pays s'est qualifié d'office pour les finales. Il est presque miraculeux, pour moi, que le Liban, jusqu'ici, ait su éviter des combats plus graves, sérieux et soutenus entre les chiites et Hezbollah, dont beaucoup guerroient pour sauver le pouvoir des Assad, et les sunnites du pays et ceux des extrémistes djihadistes en Syrie. Trop de guerre, peut-être, tue la guerre? Étant donné ce flot quasi ininterrompu de tragédie, le silence des survivants et l'absence sans doute voulue des documents écrits se comprennent. Randall, pourquoi insister sur 82 mais 18 ans à Beyrouth? Le Liban a connu tant de désastres, tant de massacres. Pourquoi revenir là-dessus, sur cet été terrible? Pour les Palestiniens, bien sûr, le pays par trop faible ne pouvait pas empêcher l'invasion que ses auteurs israéliens, le Premier ministre Begin et son ministre de la Défense, Ariel Sharon, de chercher nullement à dissimuler. Yasser Arafat ne pouvait qu'insister sur le respect scrupuleux du cessez-le-feu de juillet 81, négocié par les États-Unis et qui représentait une petite victoire car pour la première fois l'OLP réussit à traiter avec Israël, même indirectement. Cerné à Beyrouth-Ouest par les Israéliens 7 jours après l'invasion, Arafat a surmonté la panique de ses troupes et a réussi semaine après semaine à faire durer le siège. Il espérait donc cacher sa défaite militaire par une demi-victoire politique et diplomatique. Au lieu de nouveau Stalingrad promis au début du siège, Arafat fièrement vantait que ses hommes résistaient bien plus longtemps que les armées des États arabes dans les précédentes guerres avec Israël. Mais cette victoire, si victoire c'était,
n'a pas résisté à Sharon, qui, une fois Gemayel assassiné, a fait entrer son armée dans Beyrouth-Ouest en violation de l'accord censé protéger la moitié musulmane de la capitale. Pendant le siège, Arafat revenait très souvent sur le sort des civils palestiniens à Beyrouth et dans tout le Liban pour demander qu'ils soient protégés et pour justifier son refus d'évacuer ses hommes armés dans l'absence des garanties adéquates. L'accord qui gouvernait le départ de l'OLP s'avérait être un simulacre d'accord concocté par Philippe Habib, l'émissaire personnel du président Reagan. Il était écrit sur le papier sans en-tête et signé ni par les Israéliens ni par les Américains. En matière de signature, il ne portait que celle du gouvernement de Liban, qui n'exerçait sa souveraineté que sur quelques mètres carrés autour du palais présidentiel. Dans toute cette histoire, la France seule a agi honorablement. D'abord en voulant préserver une présence politique palestinienne malgré une opposition américaine. Au mois de juin, et cette opposition américaine est allée jusqu'au veto aux Nations Unies. Puis, en se portant volontaire pour commencer seul une évacuation hasardeuse qui aurait pu très facilement mal tourner. Dans un jeu diplomatique biscornu, les Américains se sont rendus compte rapidement qu'ils avaient absolument besoin des troupes françaises. 7 ans après leur défaite cuisante au Vietnam, le Pentagone ne voulait nullement exposer ses Marines à un danger quelconque. La France n'avait pas ces soucis. La Légion étrangère a pris des risques pour la France, qui voulait à tout prix rétablir sa présence séculaire au Liban. L'humiliation de l'opération ratée de Suez datait d'un quart de siècle, la fin de la guerre d'Algérie de 20 ans. Le moment était propice. Au grand soulagement américain, la France n'hésitait pas, car à l'intérieur de l'administration Reagan, il y avait des tensions réelles qui découlaient du fait que le président n'avait pas imposé une ligne claire à suivre. En matière de lutte d'influence, d'abord il y a le limogeage, pour des raisons indépendantes du Liban, du secrétaire d'État Alexander Haig. C'est lui qui, aux grandes dames des professionnels du département d'État, en effet a donné le feu vert à peine déguisé à Sharon 10 ans avant l'invasion. Puis l'émissaire Habib et les spécialistes du Moyen-Orient au ministère n'arrivaient pas à convaincre le haut commandement militaire et le secrétaire de la Défense, Caspar Weinberger, à autoriser la présence des Marines. Pourtant, la présence militaire américaine était le seul terrain d'entente entre Arafat et le tandem Begin-Sharon. Un compromis boiteux a réglé le problème, mais a ouvert la voie au désastre qui a suivi. Pourquoi cette réticence américaine? Essentiellement parce que son armée se remettait mal de sa défaite au Vietnam en 1975 et, craignant des pertes éventuelles dans l'évacuation, n'a autorisé les marines à débarquer que 5 jours après que les légionnaires aient entamé le départ de l'OLP par voie de mer. Les Marines n'ont jamais quitté la sécurité du port, tandis que les troupes françaises et italiennes, respectivement, sécurisaient Beyrouth-Ouest et accompagnaient les convois terrestres des Palestiniens vers la Syrie, vers le territoire tenu par les Syriens. Jusqu'au 18 août, 3 jours avant le commencement fixé pour l'évacuation, il était prévenu que chaque contingent américain, français, italien pouvait rester 30 jours sur place pour assurer son bon fonctionnement, mais également pour maintenir l'ordre après le départ des forces palestiniennes. Pour cela, il y avait des bonnes raisons. L'investiture du président élu Gemayel devait avoir lieu le 23 septembre. Tout Beyrouth-Ouest craignait que sans la présence des forces occidentales, Sharon passerait août pour occuper Beyrouth-Ouest. Pendant tout l'été, il ne cessait de claironner sa détermination de le faire pour éliminer les agents palestiniens qui, expressément, seraient laissés à Beyrouth-Ouest, prétendait-il, les fameux stay-behinds, dont le nombre a varié dans sa bouche de 2000 à 3005.
Weinberger détestait Sharon et ne portait pas le gouvernement israélien dans son cœur. Pour Weinberger, le vrai centre d'intérêt américain se trouvait aux pétromonarchies du Golfe. Et surtout, il voulait contrer George Shultz, le nouveau secrétaire d'État, et son rival de toujours parmi les fidèles de Ronald Reagan. Donc, au sujet du gouvernement américain, c'est pareil. Donc, Weinberger, passé outre l'accord daté de 18 août, le 1er septembre, le jour de départ du dernier combattant palestinien, il se trouvait dans le port, Weinberger se trouvait dans le port de Beyrouth pour effectivement annoncer la fin de l'opération et de mettre le patron d'État devant le fait accompli. Il était question de fixer la date exacte du départ des Marines pour le 6 septembre, finalement repoussé au 10. Français et Italiens seraient obligés d'emboîter le pas. Ils ne pouvaient pas rester sans les Américains. Seul le Quai d'Orsay avait des doutes et voyait clairement le danger d'un départ précipité. Une discussion animée avait lieu au cabinet de Claude Cheysson, le ministre, avant qu'il ne soit décidé que la France seule, et en tant qu'ex-puissance mandataire, n'avait pas assez de troupes sur place pour faire régner l'ordre au cas où. Le 13 septembre, la flotte française quittait les eaux territoriales libanaises, marquant la fin de la mission occidentale. Le 14, Gemayel se fait assassiner. Le 15, au petit matin, l'armée israélienne est entrée à Beyrouth-Ouest. Les généraux israéliens persuadaient les soi-disant forces libanaises, la milice de Gemayel, d'entrer dans les camps palestiniens. Le massacre commençait au crépuscule le lendemain. Lors du 25e anniversaire de Sabra et Shatila, les chiites qui exerçaient leur autorité à Beyrouth-Ouest ont intimé l'ordre palestinien de rester croix. Seulement une poignée d'amis européens des Palestiniens venus sur place assistaient pour marquer l'occasion. De l'autre côté de la ville, le 25e anniversaire de la mort de Michel Jamil était célébré comme s'il était toujours vivant. Au Liban, à ce jour, nulle commission de Truth and Reconciliation sur le modèle sud-africain n'existe pour penser les blessures des petites guerres. Je ne veux pas être pessimiste, mais je ne suis pas optimiste. Et voilà. Merci Jonathan. Est-ce que ça marche encore? Oui. Merci pour ces interventions. Merci pour cette entrée dans la complexité de la politique libanaise des années 1982 et pour ces contextualisations plus internationales, plus nationales pour vous, Elisabeth Longness. Peut-être qu'on va tout de suite passer à des questions. Vous avez peut-être des questions l'un pour l'autre ou alors on va tout de suite lancer peut-être un débat dans la salle. John, vous avez dit que c'est un miracle que le Liban n'ait pas explosé. Oui. C'est vrai que c'est un miracle, mais tout miracle est explicable. Il est peut-être pas, l'explication ne vaudra peut-être pas demain, mais aujourd'hui, il y a une forme d'explication qui est partagée par beaucoup de Libanais. Et je viens de passer 5 semaines à Beyrouth et ça faisait 45 ans que j'y avais pas passé que 5 semaines. Et donc, j'ai essayé de poser des questions il y a quand même des survivants, des intellectuels de l'époque que tu as fréquentés. Il y a des gens de toutes sortes et on constate qu'il y a une forme de croyance qu'il y a au Liban, contrairement, parce que maintenant on est amené à comparer notre situation à celle des autres, à celle des Syriens, à celle des Irakiens, et de voir pourquoi nous tenons quand même, on ne se jette pas les uns contre les autres. Et l'explication est la suivante, c'est qu'en Irak,
là, il y a eu une frustration extraordinaire des deux communautés sunnites et chiites, les sunnites ayant pendant très longtemps dominé les chiites de manière violente, et puis ensuite ça a été le retour de bâton avec Maliki qui a agi d'une manière tout à fait... Bon, ça c'est la situation irakienne. Dans la situation syrienne, il y a 40 ans d'un régime absolument insupportable et qui pour tout le monde et qui a bon, sauf pour les gens qui profitaient du régime, mais il y a eu 40 ans de dictature et cet émiettement entre les communautés où où les sunnites, disons, se sont sentis non pas ont voulu prendre une sorte de revanche parce que Assad les avait bien ignoré leur majorité dans un sens, bon, leur pouvoir majoritaire. Au Liban, on dit qu'il y a trois, bien entendu, elles ne sont pas égales, c'est évident que les chrétiens sont les moins nombreux, mais il y a trois communautés qui ont chacune fait l'expérience qu'elles ne pouvaient pas dominer les deux autres. Il y a une impossibilité au Liban de dominer vraiment le jeu. Et donc, il y a aussi cette souffrance toujours vivante de ce qui a été vécu. Personne n'a envie tout le monde sait que c'est très coûteux d'avoir une guerre civile. Donc, je pense que ou les Libanais le pensent, que s'il y avait guerre civile au Liban, s'il y avait guerre au Liban, elle ne serait pas civile. Elle ne serait pas entre les communautés. Elle serait provoquée vraiment par de l'extérieur. Et là, ça, à ce moment-là, évidemment, ça échapperait. À ce moment-là, on ne pourra plus du tout contrôler ce qui se passera. Et ça pourrait dégénérer, surtout entre sunnites et chiites. Surtout entre sunnites et chiites, cette fois-ci. Voilà un peu ce qu'on m'a dit. Et voilà. Et j'ai remarqué aussi, petite parenthèse, j'ai remarqué que aujourd'hui, les Palestiniens, aujourd'hui, il y a une empathie très forte au Liban, dans toutes les communautés, pour les Palestiniens. Et cette empathie, je l'ai observée là où on l'attendait le moins. Il y a une très forte empathie des chrétiens libanais pour les Palestiniens. Et ça, je crois qu'on le doit à l'invasion israélienne de 82. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Merci Lamia. Je crois qu'on est d'accord, mais lorsque j'ai dit peut-être trop de guerre, toute la guerre, je crois que les gens sont devenus, j'espère, inoculés. En Arabie Saoudite, on dit que les Saoudiens ne bougent pas parce qu'ils détestent la famille Al-Saoud, mais jusqu'ici, il n'y a pas eu de violence, ou une violence très contrôlée. Et je me demande si peut-être il est rentré dans les gènes politiques des Libanais une espèce de sagesse. Et grâce à Dieu, mais quel prix ils ont payé et qui payent toujours. Mais merci beaucoup de m'avoir corrigé. Si, un peu, gentiment, j'apprécie. Bonsoir. Bonsoir. En fait, j'ai une simple question. C'est qu'en gros, en général, on dit que les Palestiniens ont été les victimes de la guerre au Liban et un peu la guerre au Moyen-Orient. Mais pour moi, la guerre civile, elle a principalement été un désastre pour tous les Libanais. Avant d'être un désastre pour les Palestiniens, parce que souvent on dit que les Palestiniens sont les seules victimes, mais en gros, les Libanais ont été les victimes de la victime. Et pour moi, c'est très nécessaire, c'est très important de marquer ce... J'aborde dans le sens, tout le monde a bien vu. Mais surtout les Libanais chrétiens, à mon avis, ont beaucoup souffert de la présence palestinienne. Les Palestiniens sont toujours en bas de l'échelle, ils sont toujours interdits de beaucoup de métiers. De toute façon, ils sont très armés et ils font souvent la guerre à l'armée libanaise. Pardon ? Ils ont causé plein de problèmes au Liban et quand on dit que c'est les seules victimes,
Je suis sourd-oreille, il faut parler lentement et articuler. Ok. En général, on dit que les Palestiniens sont les seules victimes au Moyen-Orient. Donc, comme elle a dit, en gros, c'est les personnes qui ont le plus souffert. Mais pour moi, à mon avis personnel, les Palestiniens, en gros, ils ont causé beaucoup de dommages au Liban. Et pour moi, c'est une des principales sources de la guerre. Avant qu'elle soit civile, c'est une guerre... c'est une guerre étrangère au Liban. Oui, et surtout avec les Palestiniens. Et de toute façon, jusqu'à aujourd'hui, ils sont armés et ils font la guerre à l'armée libanaise. Oui, madame, on peut... J'étais pas là à la genèse du monde, mais dans l'affaire libanaise, je suis pas féodé à la cause palestinienne, bien que j'ai beaucoup de sympathie pour cette cause. Mais où est le péché original? C'était peut-être un peu plus au sud. Et quand C'est-à-dire, à mon sens, au Moyen-Orient, tout le monde, pas dans tout le Moyen-Orient, mais dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, tout le monde a compris maintenant que la guerre, ça coûte cher et que tout le monde trinque. Et tout le monde trinque à un sens trop. Et si on est ici ce soir, c'est parce que depuis 40 ans, un petit pays de rien du tout, et qu'on aime tous, qui s'appelle le Liban, semble, pour la première fois, faire preuve d'un peu de jugeote politique. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est simplement... est-ce que, comment on dit en anglais, they're qualified for the finals? Est-ce que le dernier round sera pour le Liban? On disait ça de la Bosnie, vous savez, pendant les petites guerres ex-Yougoslavie. Oui, c'est moi qui ai employé cette formule, donc il faut que je corrige un petit peu la manière dont je l'ai dit. Moi, je pense qu'effectivement, c'est les gens qui ont perdu. C'est la population qui a été la grande perdante, qu'elle soit palestinienne, libanaise ou autre d'ailleurs. Je veux dire, il y a eu combien, 300 000 morts. Enfin, il y a eu sans compter les estropiés, les blessés, ceux qui ont dû partir, etc. C'est la population tout entière de toutes les communautés qui a payé. Après, on peut faire des comptes précis sur s'il y a plus de temps de sunnites, de musulmans, de chrétiens, de palestiniens, mais c'est un compte sordide. Je veux dire, la population et le pays a perdu. Bon. Mais là où il y a une formule qui est utilisée, je la reprends pas forcément à mon compte, c'est parce que je pense que la situation est plus complexe, mais il y a effectivement une formule qui est utilisée pour dire il n'y a ni perdant ni gagnant. En fait, c'est ça la formule. C'est-à-dire que c'est pas ce qui est exprimé là, c'est les chrétiens n'ont pas gagné contre les musulmans n'ont pas gagné contre les chrétiens. Il faut pas dire ça parce que il faut pas qu'il y ait une communauté qui ait gagné sur l'autre. En fait, c'est ça, ou un parti qui ait gagné sur l'autre. Par contre, effectivement, politiquement, je crois qu'on ne peut pas nier que l'OLP est parti et que les Palestiniens ont perdu. Alors, ce qui était effectivement un avantage empoisonné pour les Libanais, mais à terme empoisonné pour eux aussi. Les Palestiniens avaient conquis un certain nombre d'avantages au Liban avec la liberté de mouvement dans les camps et avec la liberté de s'armer, etc., qui s'est retourné contre eux, finalement. Ça a été une des causes, je pense pas que ce soit la seule cause, enfin c'est peut-être la principale cause, je ne sais pas, on laissera les historiens en juger ultérieurement, de la guerre civile au Liban certainement. Et puis il y a les formules, ce qu'on a attribué à qui disait la libération de la Palestine passe par Jounier, etc. Enfin, il y a eu cette illusion de la part des Palestiniens, ou d'un certain nombre de dirigeants palestiniens, de penser qu'il fallait qu'ils gagnent quoi au Liban pour pouvoir libérer la Palestine. Ça, effectivement, les Palestiniens au Liban aujourd'hui n'ont plus de reconnaissance politique. Après, est-ce que les Libanais ont tous une empathie pour les Palestiniens? Je ne suis pas absolument sûr que ce soit le cas. Oui. Je serait juste pour te répondre, sur ce que tu dis sur les Palestiniens sont la source du problème de la guerre civile au Liban. Je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense que la principale source de ce qui se passe, ce qui s'est passé au Liban en ce moment,
c'est les Libanais eux-mêmes d'abord, et c'est les plans qui sont établis, et c'est la constitution libanaise qui a créé l'État, enfin, le plan de bataille, et les Palestiniens ont été la flamme qui ont allumé la mèche pour exploser le Liban. Pour moi, c'est plus dans ce sens-là qu'il faudrait prendre le problème. D'autre part, le problème palestinien, il n'a pas été assumé, il n'a été assumé ni par la Ligue arabe, ni par les grands pays arabes autour du Liban, et ils l'ont laissé clairement dans le nom des Libanais, des États libanais, certes, mais il faut rappeler aussi que quand on a fait les accords du Caire, le président libanais a quand même signé cet accord du Caire qui autorisait la liberté de l'intervention dans les Palestiniens, les archives, les Libanais, etc. Donc ça paraît aussi une grande difficulté de la part des Libanais dans ce conflit. Il y avait des questions devant, là, peut-être. Pour rebondir sur le titre de la conférence, on parle du 13 avril de 40 ans après la guerre, et justement le 13 avril commémore le début de la guerre, pas la fin de la guerre. Et les débats qui parcourent actuellement le Liban, et notamment plusieurs conférences à l'occasion de journées de commémoration de la guerre, plusieurs conférences dans les universités libanaises, c'est est-ce que finalement le Liban est sorti de cette guerre. Donc c'est un débat qui a cours, les intervenants essaient de trouver une réponse à ça, et donc ça suit un petit peu vos différentes remarques sur la poursuite des conflits, même actuellement, et au Liban. Donc que pensez-vous de cette question, et est-ce que vous en avez vous aussi une réponse ? Oui, c'est difficile de... C'est difficile de répondre. Bon, ce que je pense, c'est que quand même la situation politique est complètement différente. Alors, si on admet que la structure confessionnelle du système politique libanais est aussi, enfin, est à la fois une cause ou un facteur de la guerre, et qu'il s'est aggravé dans le courant de la guerre, et qui s'est encore aggravé après. Il y a en tout cas, enfin, on est toujours dans une situation où il n'y a pas de possibilité, il me semble, moi, d'avoir un vrai projet national libanais. C'est-à-dire que le pays est de plus en plus fragmenté. Le pays tient, effectivement, de façon miraculeuse, au sens où il n'y a pas on n'est pas revenu à une situation de conflit généralisé, mais la société libanaise est très fragmentée. Maintenant, la grande différence, et en ce sens, il y a quand même pas de comparaison possible entre la situation maintenant et la situation de la période de la guerre civile. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que les grandes forces politiques étaient toutes impliquées dans la guerre civile. Aujourd'hui, les grandes forces politiques freinent. Il y a des conflits localisés, mais c'est des forces locales. Il n'y a pas les grands partis politiques, et en particulier, enfin, les deux grands camps, 14 mars et 8 mars, freinent autant qu'ils peuvent, y compris le Hezbollah, et peut-être même particulièrement le Hezbollah, j'ai envie de dire, qui est impliqué dans la guerre en Syrie. Au Liban, il fait le maximum pour retenir ses forces, enfin, et retenir ses troupes plutôt. Donc, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il n'y a pas de généralisation de la guerre civile, ou de retour à la guerre civile au Liban aujourd'hui, à quoi s'ajoutent bien sûr aussi probablement les influences internationales, le jeu des alliances internationales et des grandes puissances, enfin, ou des grands pays qui ont de l'influence sur le Liban. Merci beaucoup. La seule chose à ajouter peut-être, c'est que les vrais foyers sont ailleurs, et on vit une espèce de période de répit, de somnolence peut-être, mais c'est la somnolence bienvenue. Mais comment est-ce qu'on peut être optimiste pour la région? Comment est-ce qu'on peut faire, même avec toute la bonne volonté possible,
est-ce possible d'être plus optimiste pour l'avenir politique du Liban pour l'avenir politique de la Syrie ou de l'Irak? Peut-être, mais c'est une définition sans sens. Je crois qu'on est dans une période... je pense toujours à ce merveilleux livre de Amin Maalouf, un de ses premiers bouquins qui s'appelle Les Croisés, qui à lire et relire pour comprendre la situation actuelle. Donc, heureusement, je suis plus journaliste et je suis plus obligé d'écrire sur le Liban ni sur le Moyen-Orient. D'ailleurs, au moins, un journaliste peut travailler au Moyen-Orient. Je me demande s'il peut le faire en Syrie ou en Irak. Peut-être je voulais juste ajouter une toute petite chose sur la question de la fin de la guerre. Il n'y a pas de, contrairement au 13 avril 1975, il n'y a pas de date de fin de la guerre au Liban. Si vous regardez ce qui s'écrivait en 1992-1993, on avait l'impression d'être encore dans une trêve. Et c'est peut-être la prolongation de ça qu'on a dans l'idée que la guerre ne se serait jamais terminée. Bonsoir et merci pour vos témoignages. Le sujet fait que, bien sûr, on a beaucoup insisté sur les fractionnements, la communautarisation, cette caractéristique première du Liban, et j'avais dit, madame, mais ceci étant, le Liban tient. Alors, de par vos métiers, vous avez été proche de beaucoup de gens au Liban, et ma question est la suivante. Y a-t-il quelque chose dans la mémoire collective des gens, je ne parle pas forcément des chefs, je parle du peuple, y a-t-il des éléments de mémoire collective qui feraient que c'est ça qui fait tenir le Liban? Parce que somme toute, quand vous rencontrez des Libanais, ils vous disent d'abord qu'ils sont Libanais. Ils ne commencent pas par vous dire je suis maronite ou je suis ceci ou je suis cela. Quand vous rencontrez des gens de la diaspora, vous dites je suis Libanais. Et donc, si d'aventure, si on suit cette piste, quels peuvent être les éléments partagés par l'ensemble des Libanais qui font que, quelque part, le Liban tient et qu'ils savent faire preuve d'un peu de retenue ou de jugeote, comme vous le disiez, M. Rondal, pour faire en sorte que, ma foi, le Liban continue de tenir. Voilà, y a-t-il de tels éléments partagés par l'ensemble des communautés au sens de mémoire collective qui font qu'il y a quand même la notion de peuple? Je ne suis que journaliste. Pour préciser, en fait, c'est une question que je vous pose à vous intervenants, mais qu'on peut poser à l'ensemble de la salle, dans mon esprit. Merci. Merci, monsieur. Mais je suis dans l'incapacité totale de vous répondre. Je crois que ce qui opère maintenant, c'est s'il y a une mémoire collective, c'est uniquement de terribles prix payés par les violences passées. Mais est-ce que ça équivaut à une sens partagé de nationalité, de mémoire? J'ai des doutes, mais pas des doutes parce que je suis incapable de répondre. Je suis que journaliste. Les journalistes sont des petits gens. Moi, je pense que pour répondre, il faudrait peut-être commencer par distinguer, en fait, dans la société libanaise, différentes catégories de la population. Parce que quand je dis le pays est fragmenté, la société est fragmentée, c'est assez grossier, finalement, comme manière de parler. Il faudrait certainement distinguer les élites politiques, les élites économiques, la population, les différentes, les classes moyennes, les universitaires. Je pense que, je veux dire, chaque groupe, les différentes catégories sociales n'ont pas les mêmes enjeux, les mêmes intérêts, les mêmes enjeux, les mêmes
le même vécu, etc. Donc, bon, ensuite, être béroutin et être un paysan de la Béca, c'est pas pareil. Donc, à part ça, j'ouvre une autre question, en fait, en disant ça. Hein. Je pense que la fragmentation, quand je parle de fragmentation du pays, ça renvoie aussi, en tout cas, il faut aller chercher peut-être les racines ou en tout cas des facteurs de cette fragmentation dans le système social et économique hein, aussi. Comment est-ce que... où travaillent les gens, où vivent les gens, de quelles ressources ils disposent et quand ils ont besoin de quelque chose à qui ils s'adressent. C'est tout ça aussi, en fait. Alors, c'est globalement le système politique, économique et social qui fait que... qui est au fondement de ce que je disais tout à l'heure, que je ne vois pas de projet national, il n'y a pas de politique publique, on a du mal à avoir des services publics. Avant la guerre civile, il y avait en gros des services publics qui fonctionnaient bien, enfin plus ou moins, quand même globalement bien, on va dire. Je ne veux pas dire qu'ils ne fonctionnent plus du tout, mais si on prend les transports, c'est l'exemple le plus caricatural, il n'y a pas de transport public au Liban. Le système de santé est extraordinairement inégalitaire, le système scolaire est de plus en plus privatisé et inégalitaire. Donc c'est aussi tout ça qu'il y a derrière. Alors, pourquoi est-ce que le pays tient? Alors c'est aussi parce que les gens... Bon, je pense qu'effectivement, les gens, ils en ont sans doute... je veux dire, il y a une expérience de la guerre qu'ils n'ont pas envie de reproduire, mais ça suffit sans doute pas à vacciner. Hein, donc il y a quand même un contexte politique et un contexte politique régional, je pense, qui joue. Enfin, c'est ce que disait tout à l'heure Jonathan Randall. Il y a plein de mythes qui se sont effondrés. Aujourd'hui, qu'est-ce que le projet... C'est sûr qu'on ne peut pas l'imaginer de toute façon. Il est différent, il ne peut pas être différent, puisque les frontières sont en train de sauter, de toute façon. Elles ont sauté. Il n'y a plus de frontières entre l'Irak et la Syrie. Il y a le Hezbollah qui se bat en Syrie pour... il y a 1 500 000 Syriens qui sont au Liban. Enfin, je veux dire, il n'y a plus de frontières. Les frontières Sykes-Picot, comme n'existent, ont explosé déjà. On n'a pas encore pris la mesure de cette explosion, mais elles ont explosé. Et ça va donner quelque chose personne ne peut prévoir. Mais ce dont on parle, c'est pas d'un pays comme on l'entend en Occident, ou comme une nation comme on l'entend, c'est-à-dire avec l'État, le service public, tout ça. Tout ça, oubliez. De toute façon, ça n'a jamais beaucoup existé au Liban, et ça existe de moins en moins. Donc ça, de toute façon, c'est pas de ça dont on parle. On parle du sentiment d'un peuple qui n'a plus d'espoir, pour lequel le plus petit commun dénominateur, c'est de ne pas être irakien, de ne pas être syrien, de ne pas être palestinien, et d'essayer de vivre dans tout ça avec, il ne faut pas oublier la force de la diaspora libanaise. Elle est énorme, elle fait vivre le pays énormément. Il y a énormément d'investissements qui viennent de la diaspora libanaise. Il y a énormément d'ouverture de l'esprit libanais grâce à cette diaspora. On n'est plus du tout dans la petite montagne maronite au Druze ou je ne sais pas quoi. On est dans un pays où il n'y a pas une famille, où il n'y a pas un au Brésil, l'autre en Afrique, le troisième en France et le quatrième aux États-Unis. Mais ça change un pays. Tout a changé. On n'est plus du tout dans le même pays que vous avez vu, que tu as vu, John. C'est plus du tout le même pays. Et c'est un pays différent dans un contexte qui explose complètement. Et voilà, la question, c'est de dire quel sera le Liban plus tard. On ne peut pas vous le dire, mais on dit qu'il y a des éléments d'un Liban nouveau. Voilà. Bonsoir. Tout d'abord, je vous remercie parce que ça me touche toujours quand on parle de notre pays et qu'on s'intéresse à lui. Donc, je vous remercie d'être là ce soir. Et moi, j'aimerais bien avoir votre avis, l'avis de quelqu'un de neutre, de journaliste, de métier, etc., qui avait vécu une certaine période ou suivi une certaine période de la guerre, sur la définition, en fait. Le titre de ce soir, c'est la guerre au Liban depuis 40 ans, la guerre incivile. Donc oui, elle est incivile comme toute guerre.
est-ce réellement une guerre civile? Je m'explique. Oui, comme disait mademoiselle, on n'a pas su être unis et combattre tous pour le même intérêt, le même objectif. On a préféré combattre chacun pour ses propres intérêts en pensant qu'on allait y arriver chacun pour soi. Et malheureusement, on en voit les résultats. Maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la part de la géopolitique, à votre avis, dans la guerre du Liban? Est-ce que la solution va venir de l'intérieur du Liban et uniquement, c'est une solution libano-libanaise, ou est-ce que la solution doit venir du monde entier parce que il y a peut-être une part de géopolitique ou je ne sais pas comment, quel est votre point de vue sur la question? C'était une faiblesse traditionnelle des Libanais de vouloir voir en même temps la main de l'étranger partout et d'espérer une solution venue d'ailleurs. Si j'ai bien compris, les Libanais au moins commencent à se rendre compte qu'il faut mettre de l'ordre chez eux. C'est une tâche quasi impossible, mais j'espère que les Libanais se rendent compte que quand ils sont sur l'étranger, c'est non seulement illusoire, mais le passé a prouvé maintes fois que de telles croyances n'ont fait des désastres chez eux. Et ça ne veut pas dire que ce qu'on appelait la communauté internationale, qui était en fin de temps l'Occident, peut pas aider le pays de beaucoup de manières, mais j'espère que les Libanais vont pas compter sur le reste du monde. Ce que je voulais dire, c'est par exemple, Madame disait tout à l'heure que nous n'avons pas d'infrastructure, ça c'est pas quelque chose de nouveau, que nous n'avons pas de transport public. Effectivement, les transports publics sont très très mauvais. Ce que je demande, c'est ayons déjà de l'eau courante et de l'électricité courante, et on sera bien content. Et arrêtons de raser tous les efforts que les Libanais mettent en place. Une fois qu'on construit, on nous détruit nos centrales électriques, on nous détruit notre infrastructure. On est obligé de recommencer à plusieurs reprises depuis ces 40 ans de guerre. Je n'attends pas de l'étranger de nous aider financièrement, mais nous accueillons, comme vous l'avez dit, je n'ai pas retenu le chiffre, 1 million de Syriens réfugiés. Voilà. Nous avons accueilli combien de Palestiniens alors que nous-mêmes n'avons pas d'infrastructure et qu'on n'est même pas en mesure de subvenir à nos propres besoins. Donc c'est l'aide de l'extérieur pour dire aux réfugiés ou aux envahisseurs, stop, restez chacun chez vous, laissez-nous respirer. Voilà. Donc c'est en ça que je parle et que j'aimerais avoir votre avis sur la géopolitique. Donc ce que j'en comprends, c'est que pour vous, c'est une question interne au Liban et que ça n'a rien à voir avec la géopolitique. J'ai pas voulu vous donner cette impression. Ce que je pense, c'est que la reconstruction du pays commence parmi les citoyens et j'espère qu'il y aura un effort de se trouver des choses en commun. Je ne minimise pas ni des destructions venues de votre voisin du Sud, répétez, ni des problèmes dus à la guerre civile en Syrie. Mais je dis, depuis tout temps, une des faiblesses, pas simplement au Liban, mais surtout au Liban, c'est de voir toujours la main de l'étranger pour le bien et pour le mal, et qui était une manière de ne pas vouloir peut-être accepter ses propres responsabilités dans les faiblesses de la société. Et je ne dis pas... Je suis un vieux monsieur américain. J'ai beaucoup de choses sur ma conscience. Donc je déteste. Vous êtes en train de me faire passer pour un donneur de leçons. C'est pas du tout mon souhait. Bonsoir. Moi, c'était juste pour apporter une petite note positive en répondant à la question de monsieur sur l'idée, est-ce qu'il y a une communauté, est-ce qu'il y a quelque chose qui unit les Libanais? Moi, j'ai remarqué, et beaucoup d'autres d'ailleurs, peut-être votre confrère Thomas Friedman,
qui a écrit From Beirut to Jerusalem, il était journaliste au même moment. Il a écrit que les premiers cargos qui sont revenus après le blocus d'Israël, c'était des cargos chargés de magnétoscopes. Et les Libanais ont cette résilience, en tout cas c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai lu également à travers d'autres articles, une résilience qui passe dans un domaine très particulier, celui du divertissement. Et ça, on le voit au Liban. Tous les Libanais, que ce soit n'importe quelle catégorie, a cette habilité à passer outre tous les problèmes en se divertissant et tous ensemble. Et c'est pas... je ne parle même pas de tout ce qui est boîte de nuit et tout ça. Il y a eu plusieurs articles très intéressants dans les années qui s'appelait, je ne sais plus qui l'a écrit, Bombs and Pearl Talks. Et il y a de langue. Je m'excuse de vous couper, mais si vous avez vécu des années très difficiles au Liban, en effet, il était dangereux de sortir le soir. Grâce à Dieu, les Libanais ont découvert très tôt les magnétoscopes. Grâce à Dieu, ils ont piraté tous les films, parce que sinon, ils seraient devenus fous. Mais on ne sortait pas pendant des semaines et des semaines. Donc, je ne suis pas du tout... lorsque vous citez Tom Friedman, pour moi, ce n'est pas la meilleure source. Non, je voulais juste apporter ça comme... C'est pas une réponse qui englobe la totalité de sa question, mais c'est un petit point qui, moi, en tout cas, m'a vraiment étonné au Liban. Voilà. Moi, j'ai vécu 15 ans au Liban, du 2 octobre 68 au 23 octobre 83. Et depuis, j'y suis retourné et je pars le 28 avril, vous voyez, à Beyrouth pour une semaine. Je suis tout ce qui se passe au Liban de très près, même si, parce que je suis à la retraite, et que les retraités, on les oublie quelquefois, mais d'abord, je vous félicite tous les deux pour la qualité de vos exposés. Je pense que, j'espère que l'avenir du Liban sera positif. Parfois, j'en doute, parce que il se passe en Syrie, en Irak, dans toute la région, il se passe beaucoup de choses, et cela risque d'avoir des répercussions au Liban. N'oublions pas qu'il n'y a pas de président libanais depuis mai. Ça va faire bientôt un an qu'il n'y a pas de président. C'est quand même assez... Si en France, on n'avait pas de président, je ne sais pas comment on réagirait, vous voyez. Oui, non, mais... Oui, mais c'est autre chose. Non, mais il y avait quand même une autorité de l'État. Ce que je veux vous dire... Elisabeth Longness a évoqué le CERMOC, je ne veux pas rentrer dans les détails sur la constitution du CERMOC en 1977. C'était une période un peu de calme après la guerre des 2 ans, et on pensait qu'on allait construire, et puis la guerre a repris, et on a fonctionné malgré tout. Mais la question que je voulais poser concerne... l'avenir du Liban. Moi, j'espère que l'avenir du Liban sera très positif. C'est mon vœu le plus cher. Mais j'en doute aussi. Je ne partage pas... je partage un peu votre point de vue. Voilà. Si je peux répondre. En 2002, j'ai échangé... des messages avec collègues anglais de Guardian, et c'était au moment où les Américains préparaient l'invasion de l'Irak, et on a la même faiblesse, on est kurdophiles, et on passait quelques semaines assez mouvementées en 91 chez les Kurdes, et à cette époque-là, on était persuadé que Saddam devait tomber, et que on faisait des blagues en disant on va accompagner la 2e division blindée kurde pour libérer Bagdad. Mais en 2002,
pour des raisons kurdophiles, j'étais tout à fait contre, parce que je ne faisais pas confiance aux Américains, je ne faisais pas confiance aux Turcs, et mon collègue anglais, qui est beaucoup plus intelligent que moi, disait, mais j'ai dit, mais pourquoi, Martin, pourquoi on n'est plus d'accord? Et il avait une bonne réponse en anglais. Il a dit, you're old, cold and no longer bold. Je crois que c'est un peu de ça. Tout est à savoir. Comment est-ce que je regarde l'histoire américaine? Il a fallu combien d'années pour élire un président du Sud? C'était Carter qui était petit. C'était en 76. La guerre de sécession a pris fin en 1865 et son élection était à l'époque assez moins important que l'élection d'Obama, mais c'était quand même un symbole que le Sud, non seulement avait le droit de citer, mais pouvait détenir la présidence. J'ai peur que lorsqu'on se fait très mal sur une période assez longue, il faut beaucoup d'années pour penser ces blessures. Et mon plus grand regret, c'est qu'il ne semble pas au Liban qu'il y a un effort sérieux de réconciliation. Et quand même, pour moi, encore une fois, je suis privilégié. J'ai été journaliste, je suis américain, je vis à Paris, donc il m'est très difficile de jeter la pierre, mais je ne veux pas jeter la pierre, mais j'aurais peut-être... Je serais peut-être plus optimiste si je voyais un vrai effort de réconciliation. Et je ne le vois pas. Et je ne crois pas que je le verrai. De ma vie, ce qui reste de ma vie. Mon intervention n'est pas pour répondre à quelqu'un, mais juste pour m'exprimer. Ouais, pardon. Mon intervention n'est pas pour répondre à quelqu'un, mais juste pour m'exprimer en tant que Libanais. Premièrement, je voudrais commencer qu'on abuse si on dit que le début de la guerre libanaise n'a pas été causé par les Palestiniens, vu qu'avant 1995, les Libanais étaient tous unis sous un seul gouvernement, présidé par Rachid Karami. Et je crois le début de la guerre libanaise, c'est-à-dire de 1995 jusqu'à 1978, était juste une unification libanaise contre le projet de Yasser Arafat qui commençait des attentats anti-israéliens depuis le territoire des Libanais, et avec cette phrase que la route de Jérusalem passe par Jounier. De deux, je vais juste sauter pour maintenant. C'est vrai qu'on n'a pas un État. C'est vrai que la notion de la citoyenneté manque au Liban. C'est vrai que les transports, l'électricité et l'eau manquent chez les Libanais. Mais c'est faux de dire qu'on n'est pas un État, car pour moi, un État n'est pas défini, ou un peuple n'est pas défini juste par les services qu'un État ou le gouvernement peut offrir à ses citoyens, mais c'est le contraire. C'est qu'est-ce que les citoyens peuvent offrir à leur pays. Et pour moi, en tant que Libanais, tout le monde, comme Libanais, est uni pour servir l'État, mais malheureusement, l'ingérence et les interventions externes ne nous donnent pas la chance de bâtir des infrastructures et un pays assez solide. Et je crois le vivre libanais a un des exemples les plus basiques à surmonter deux grandes claques, si je peux le dire. Premièrement, c'est d'un volet économique. On était le seul pays à surmonter la crise économique
de 2008. Et deuxièmement, toutes les turbulences que notre voisinage a eues, nous avons pu fermer nos territoires et nous avons pu empêcher par nos simples moyens toutes ces guerres de s'implanter dans le territoire libanais. Merci pour ce note d'optimisme. Je suis l'horrible individu. Je veux simplement chercher à corriger un seul point. Vous dites, encore une fois, je ne suis pas passionnariat de la cause palestinienne, bien que j'ai beaucoup de sympathie. Il est peut-être exagéré d'écrire le rôle palestinien dans les termes que vous avez employés. Il faudrait que vous fassiez un peu de recherche sur Kamal Jumblat, le rôle, c'est lui qui a instrumentalisé les Palestiniens parce qu'il voulait écraser le pouvoir maronite. Donc, comme toujours dans votre pays, petit pays très compliqué, les choses sont plus complexes que ça. Méfiez-vous des slogans. Et je dis ça avec beaucoup de sympathie. Mais qui a appelé les Palestiniens? C'est Kamal Jumblat qui les a appelés. Kamal Jumblat avait formé une alliance avec... Absolument. Et ça s'appelait l'armée de Fakhreddin. Encore. Pardon? Kamal Jumblat avait formé en 72 une sorte, pas une alliance, mais un compromis avec Bachir Gemayel qui représentait les Maronites et Rachid Karame qui représentait une grande partie des Sunnites, surtout après les manifestations qui ont eu lieu autour des camps palestiniens et à Beyrouth. Alors, je vais réagir de manière un petit peu décalée, mais histoire de donner aussi une petite note d'optimisme quand même. Je pense que la société libanaise est une société complexe, qu'il y a des gens qui ont des intérêts différents, bon, comme toute société. Mais je pense qu'on peut dire aussi que la société libanaise, ou en tout cas des pans de la société libanaise importants, sont capables d'affronter la difficulté et de faire preuve de solidarité, parce que je pense que la notion de solidarité est une notion clé aussi pour faire vivre une société. En 2006, à l'été 2006, au moment pendant cette période terrible de bombardement israélien, il y a eu un grand mouvement de solidarité de l'ensemble de la société libanaise pour accueillir les déplacés du Sud. Alors, ça n'a pas forcément duré très très longtemps parce que après, les différends ont ressurgi entre les partis politiques, mais je crois que, d'après ce que je sais, puisque j'étais pas au Liban à ce moment-là, mais enfin j'ai quand même entendu raconter des choses, la mobilisation de la population et de manière générale et de groupes de militants de différentes obédiences pour organiser cette solidarité a été très importante. Donc je veux dire, et la preuve d'une capacité de mobilisation solidaire, disons. Aujourd'hui, la présence des réfugiés syriens, c'est un extraordinaire défi pour la société libanaise qu'aucun pays au monde n'a connu. Peut-être un petit peu la Jordanie, on n'a pas d'éléments de comparaison avec la Jordanie, mais en Jordanie, c'est pas mal aussi, la présence des réfugiés. Évidemment, 1 million de réfugiés pour une population de 4 millions d'habitants, n'importe quel pays exploserait. Donc évidemment, il y a des réactions d'hostilité, il y a des réactions de racisme. On parle du racisme des Libanais. Il ne faut pas non plus, il faut être réaliste. Mais en même temps, il y a aussi, ces réfugiés sont accueillis, sont hébergés. Il y a des associations qui travaillent, des Libanais avec des Syriens, et il y a aussi des mobilisations solidaires
des Libanais avec les Syriens, des gens qui essayent de faire des choses à différents niveaux, y compris au niveau gouvernemental, pas forcément de manière parfois, je veux dire, totalement... Enfin, il peut y avoir aussi des calculs, organiser l'accueil des enfants syriens dans les écoles libanaises, ça permet aussi au ministère de l'Éducation de capter des subventions ou des aides étrangères. Je veux dire, il y a aussi des calculs. Mais il y a dans l'ensemble une mobilisation de la société libanaise, bon an, mal an, pour accueillir ces réfugiés. Je crois que c'est des choses qu'il faut aussi savoir dire et que c'est une preuve que la société libanaise, dans ses composantes, avec ses difficultés, avec sa fragmentation, avec ses conflits, est capable de faire des choses assez extraordinaires. Voilà. Il faut aussi dire ça. Merci pour cette note positive. On va peut-être avoir une dernière ou deux dernières questions. C'est pas une question, c'est encore une fois pour répondre aussi. J'ai eu la chance quand même l'année dernière d'avoir eu accès aux archives du ministère de la Défense et du ministère des Affaires étrangères françaises sur la guerre civile libanaise. Et en 1975, c'était pas tout le monde vivait ensemble, mais tout le monde était beau. Je suis libanaise, donc à moitié, j'ai la chance d'être libanaise et marocaine. J'ai vécu en France, ma mère a fui le pays, a vécu la guerre civile. J'ai la chance d'avoir cette double facette. Maintenant, j'aimerais finir. Je suis en train de travailler sur un mémoire master d'histoire des relations internationales. Donc, je travaille sur la guerre civile libanaise. Et pour moi, le problème palestinien est la flamme qui a fait exploser le pays, certes, mais en comparant avec la Jordanie, en 70, les Jordaniens ont mis dehors les Palestiniens sans aucun problème, avec une force qu'il faut. Mais c'était grave, certes. Pourquoi M. Frangier, le président Frangier, n'a pas fait la même chose? Parce que le Liban est un pays de compromis et qui n'arrive jamais à se positionner entre eux. Désolée pour l'expression, le cul entre deux chaises. C'est le problème libanais. Donc maintenant, moi, les informations que j'ai, les informations... Les informations... On n'entend pas d'ici, hein, je tiens à vous le souligner quand même. Donc, non, mais tous... Excusez-moi. C'est juste, c'est ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est que je ne vis pas au Liban, je n'ai jamais vécu au Liban aussi longtemps pour comprendre réellement le problème, mais l'accès aux archives que j'ai eu, j'ai demandé des dérogations, ça a mis 1 an et demi pour les avoir, prouve vraiment qu'il y avait des problèmes entre Libanais en 60... C'est pas un point de vue extérieur. Ma mère a vécu la guerre civile. J'étais en 2006. J'espère pouvoir avoir accès aux archives libanaises. J'y vais cet été. Est-ce que vous pourrez passer à une question peut-être? Voilà, c'était juste. Juste un mot, je trouve extraordinaire cette vitalité de la jeunesse libanaise dans sa diversité. Et ça nous montre de manière concrète la vraie réponse à toutes les questions qu'on a posées. Il y a bien une réalité libanaise vivante et qui a envie de dépasser toutes ces contradictions.